je pourrais me contenter de faire un certain nombre d'évocations sur la réalité du crime qui continue entre la France et l'Afrique, qui se transforme aussi souvent en mafia-Afrique, de manière à ce qu'on ait du temps pour débattre, parce qu'il ne faut pas se contenter d'une parole unilatérale, mais il faut agir. Jean-François Correr, qui est le président de Survirone, dit que j'ai fondé Survie, c'est pas vrai. C'est Jean Fabre qui l'a fondé en 1981, justement avec 126 prix Nobel. Et Survie, c'est une aventure collective, et comme le dit très bien Tikenja, ça changera que si nous allons dire aux hommes politiques que nous ne voulons plus de ce qui nous déshonore. Autrement dit, France-Afrique, le crime continue, et nous sommes là pour que ça cesse. Alors pour que ça cesse, il faut qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je ne vais pas tout reprendre depuis le point de départ, puisque justement, cette vidéo rappelle bien l'origine, avec Jacques Faucard, ce système en iceberg. On accorde l'indépendance et on organise le contraire, et on l'organise avec des méthodes inavouables, avec les mercenaires, avec le pillage des richesses africaines, notamment grâce au franc CFA qui est convertible à Genève, un certain nombre d'aides qui arrivent sur l'aéroport, enfin les billets arrivent sur l'aéroport de Yaoundé ou d'Abidjan, et puis les billets repartent aussitôt dans le même avion, dans un autre avion, à Genève, pour être convertis et partagés entre les décideurs africains et ceux qui ont décidé en France d'envoyer ces billets. Donc tout cela, on n'en finirait pas de décrire les mécanismes incroyables de pillage de l'Afrique par tous les bouts, que ce soit financier, le pillage de la dette, je vous en dirai quand même quelques mots, cette dette qui non seulement ils n'ont pas touché, mais qu'on multiplie sans arrêt alors qu'ils ne l'ont jamais touché, le pillage des matières premières, etc., etc. Donc, une histoire d'une criminalité économique galopante qui s'est redoublée peu à peu d'une criminalité politique aux conséquences parfois épouvantables. Et donc, je vous décrirai un peu d'où ça vient, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en particulier en Côte d'Ivoire, quels sont les enjeux. Je vous montrerai quand même qu'il y a quelques espoirs dans la mobilisation des citoyens en France et à l'échelle mondiale et en Afrique. Puis après ça, on pourra débattre. Alors, sur ce crime qui continue depuis 40 ans, l'un des principaux moyens qui ont été choisis par Faucard pour mettre en place ce mécanisme de la France-Afrique, c'est de sélectionner un certain nombre de chefs d'État amis de la France. C'est-à-dire des gens dont on est sûr et auxquels on dit enrichissez-vous, et qui vont se constituer des fortunes gigantesques, souvent égales, je disais dans la vidéo, souvent égales à la dette de leur pays, c'est-à-dire des milliards, des dizaines de milliards. Ces amis de la France ont été sélectionnés par la guerre civile, une guerre civile épouvantable au Cameroun qui a fait entre 100 et 400 000 morts, par la fraude électorale massive, par l'assassinat de gens comme Olympio, comme Eyadema, puis plus tard, pardon, pas Eyadema, malheureusement c'est Eyadema qui a assassiné Olympio et qui est toujours au pouvoir, comme Barthélemy Boganda, comme plus tard Thomas Sankara, etc. Donc, on s'est constitué un certain nombre de gens qui, pour la plupart, eux ou leurs successeurs, sont toujours au pouvoir. Et ces gens-là, vous savez, quand j'ai eu le procès des chefs d'État, Maître Vergès, qui a quand même pas mal retourné sa veste, me disait, mais monsieur, vous êtes raciste, vous attaquez les chefs d'État africains. Alors un certain nombre des chefs d'État africains sont venus dire, quand même, on ne s'estime pas tellement représenté par ces gens-là, mais il faut ajouter que la plupart de ces chefs d'État, qui sont des sortes de gouverneurs à la peau noire, sont en fait des citoyens français, bien souvent. Ce sont même souvent aussi des agents des services français, comme Bongo qui l'a avoué, comme Sassou Nguesso, pour lequel ça ne fait aucun doute, etc. Donc, ce sont
D'ailleurs, quand ils ont un problème de santé, ils viennent se faire soigner en France. Leur système de santé est tellement dégradé. Il faut bien sûr éduquer leurs enfants en France, puisqu'il n'y a plus d'éducation chez eux, etc., etc. Donc, aller dire que ce sont des Africains, c'est de l'enfumage. Au moins, quand on avait des gouverneurs français, on savait à qui on a affaire. Mais là, on a des gens qui ont été mis en place et qui ont réussi à s'entourer d'un certain nombre de gens qui préfèrent la richesse, une certaine, un certain bien-être, un certain confort en petit nombre, plutôt que de participer au développement de leur pays. Ça fait penser à ces collaborateurs des esclavagistes sans lesquels la traite n'aurait pas pu avoir lieu. C'est à peu près du même ordre. Donc, il y a un système qui s'est mis en place. On a choisi des chefs d'État amis. Donc Bongo, par exemple, était un agent des services français. On a mis en place des systèmes policiers qui ont éliminé pendant très longtemps toute opposition possible. Chaque chef d'État était entouré d'un représentant des services secrets français, de la DGSE, etc., qui le protégeait ou le mettait à l'écart quand il avait cessé de plaire, comme c'est arrivé dans un certain nombre de pays. Le jour où, par exemple, le président nigérien, son nom m'échappe, mais c'est pas me retrouver. Non, avant, celui d'avant, dans les années 70, pardon. Voilà, a décidé de vendre son uranium à quelqu'un d'autre que la France. Dans la journée même, il était déposé. Donc, et on pourrait multiplier les exemples de ce genre. Donc, il y a ce système qui est un système de pillage. Le cacao en Côte d'Ivoire, ce qui reste aux paysans d'un côté, ce qui est réparti entre quelques riches côtataires, comme on dit, ivoiriens, et puis la France-Afrique. Le bois, un scandale épouvantable, l'exploitation du bois, une mafia, sont les exemples de ces pillages. Et puis je vous donnerai encore un exemple encore plus incroyable, qui est l'or du Mali. Et le Mali regorge d'or. Il a de l'or à ne plus savoir qu'en faire. Et cet or, $, l'once, alors que la moyenne de l'extraction, c'est $200 l'once. Et il y a une compagnie sud-africaine avec des escrocs canadiens qui, comme par hasard, a obtenu les concessions de l'or à Sadiola et dans d'autres mines. Et bien entendu, ils font comme si l'or coûtait $200. C'est-à-dire toute la différence qui fait la fortune du Mali, qui permettrait de doubler sans doute ou tripler le produit intérieur brut du Mali et peut-être de payer l'école ou la santé, etc. Tout ça, ça va dans les poches d'un certain nombre de multinationales par des voies qui avoisinent l'escroquerie. Et en plus, les conditions d'environnement sont détestables, c'est-à-dire que le cyanure fuit, il y a des tas de problèmes de non-protection de l'environnement, etc. Donc on assiste à une caricature invraisemblable. Vous avez, c'est le cas de le dire, un pays le plus pauvre de la planète qui est assis sur un tas d'or, et son tas d'or, il s'en va. Le journaliste Norbert Zongo a été assassiné notamment parce qu'il avait révélé que le président Compaoré avait réussi à voler tout l'or du Burkina, tout simplement en faisant deux sociétés qui ont le même nom, une société plus ou moins d'État et puis une autre du même nom qui en fait récupérait tout l'argent de l'or du Burkina. Donc on est dans des mécanismes de pillage incroyables. Je ne vais pas vous raconter non plus, parce que je l'ai fait plusieurs fois assez longuement, notamment dans Noir Silence, dans 2 chapitres, et dans Noir Chirac, tout ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Mais on a là une dictature d'un monsieur que j'appelle Monsieur 17%, Denis Sassou Nguesso. Ce monsieur, Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien PDG d'Elf, disait « Ah oui, le Congo-Brazzaville a été un temps marxiste, toujours sous contrôle d'Elf. » C'est assez spécial. Ce marxiste sous contrôle d'Elf est en fait M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, au début des années 90, le mouvement démocratique, parce qu'il y a une forte poussée démocratique, a fait une conférence nationale souveraine, a renversé M. Sassou Nguesso pour toutes sortes de raisons, parce qu'il avait torturé, commis des massacres, pillé le pays, creusé une dette considérable, et puis aussi parce que ce monsieur était très pratique, il ne demandait pour son pays que 17% des revenus du pétrole.
et encore du pétrole déclaré, parce qu'on sait depuis, de l'aveu même de Lefloc-Prigent, qu'une grande partie du pétrole n'est jamais déclarée, puisqu'il n'y a personne pour compter. Donc il y en a une partie qui était vendue sur le marché noir. Eh bien, ce monsieur, 17%, a été écarté par la conférence nationale souveraine. On a trouvé dans le coffre-fort d'Elf la preuve qu'un coup d'État avait été organisé par le réseau Pasqua, Elf et Focard. Ce coup d'État a échoué, il y a eu des élections, Sassou Nguesso s'est présenté, il a eu 17%. Donc c'est monsieur 17% dans tous les sens du terme. Eh bien, il y a eu d'innombrables témoignages comme quoi la France n'a cessé ensuite de le réarmer, d'aider ses milices, d'envoyer des mercenaires, de ramener des forces de différents côtés, l'ancienne garde présidentielle de Mobutu, des résidus de ceux qui avaient commis le génocide au Rwanda, des Tchadiens amenés par avion par la France, et puis finalement l'armée angolaise. Tout ça a permis, en 1997, dans une guerre civile, de renverser le gouvernement qui avait été élu démocratiquement. Et puis ensuite, une deuxième guerre civile, toujours avec des mercenaires français, avec tous ces gens qui avaient été ramenés par la France, quasiment pilotés en direct de l'Élysée. Cette deuxième guerre civile a fait au moins 100 000 morts, plusieurs dizaines de milliers de viols systématiques, et aujourd'hui vous avez entendu qu'il y avait un procès en France pour crime contre l'humanité à propos de 353 jeunes qui ont été massacrés quand ils sont revenus de l'autre côté du fleuve jusqu'au Congo-Brazzaville. Donc une série de crimes contre l'humanité terribles. Mais voilà, M. 17% est au pouvoir et les affaires peuvent continuer. M. 17% est un très grand ami de Chirac, qu'il a reçu récemment à l'Élysée. Donc je ne vais pas reprendre toute cette histoire qui est un des scandales les plus incroyables récents. Donc je reviendrai tout à l'heure sur ceux qui prétendent que la France-Afrique est terminée, mais c'est quand même un peu énorme de dire des choses comme ça. Mais ce que je voudrais souligner simplement sur cette histoire du Congo-Brazzaville, que j'ai démontré dans un autre livre qui s'appelle L'envers de la dette, qui est paru l'année dernière, c'est une machine de guerre absolument incroyable. Voilà un pays qui a beaucoup de pétrole, qui produit officiellement au moins 12 millions de tonnes de pétrole par an. Le pétrole, c'est une richesse. Eh bien, on fait quelque chose de formidable. On prend le pétrole, et à travers un certain nombre d'opérations assez compliquées, que je ne vais pas vous détailler ici, parce que ça nous demanderait de faire des tas de détails, de passer par 10 paradis fiscaux, etc., tout ce que vous voulez, on arrive à transformer ce plus, le pétrole, en un moins qui est la dette. C'est-à-dire qu'en gros, premièrement, on fauche le pétrole et on reverse quasiment rien au pays, si ce n'est à son dictateur, et deuxièmement, on vend le pétrole à l'avance, le pétrole futur, sur 10, 15 ans, et puis on fait des tas d'opérations sur la dette avec toutes sortes d'intermédiaires qui multiplient la dette par 2, par 3, chacun s'en mettant dans les poches, et donc finalement, vous n'avez plus de pétrole, mais vous avez une dette qui est égale à 3 fois la production annuelle du pays, et vous n'avez plus de santé, vous n'avez plus d'éducation, vous avez un pays hyper endetté, et le plus extraordinaire, c'est que avec cet argent de la dette, une petite partie de cet argent de la dette, on achète des armes, et on arme les deux côtés de la guerre civile, ce qui fait que le pays peut se détruire. Et tout ça, c'est parfaitement prouvé. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que dans les méandres de l'affaire Elf, qui sont heureusement poursuivis par quelques juges extrêmement courageux, on a trouvé qu'il y avait un type qui tenait tout ça ensemble, qui s'appelle Jacques Sigolet, qui est l'adjoint d'André Tarallo, le monsieur Afrique d'Elf. Ce monsieur Sigolet, installé à Genève, à la fois il faisait les opérations financières sur le pétrole qui lui permettaient de s'évaporer. À la fois, il gérait la dette du pays en multipliant les intermédiaires et en la gonflant sans arrêt comme eux en neige. Et à la fois, il donnait des ordres aux marchands d'armes pour faire en sorte que tel camp ou tel camp, parce que c'était tantôt pour un camp ou tantôt pour l'autre, puisse être armé et contribuer à mettre le pays à feu et à sang. C'est des choses qu'on a du mal à comprendre. On a eu nous-mêmes beaucoup de mal à comprendre qu'un tel degré de cynisme était possible. On a eu beaucoup de mal à imaginer et à accepter que dans la guerre civile de l'Angola, on vous dit qu'aujourd'hui l'Angola connaît une terrible catastrophe humanitaire. Il faut savoir que l'Angola, indépendant en 1975, a connu 25 ans et quelques de guerre civile, et que durant ces 25 ans, presque sans discontinuer, au moins durant 20 ans, la France et Elf ont armé les deux côtés de la guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a
à un moment, d'ailleurs, c'était partagé les rôles. André Taralo, dont j'ai parlé tout à l'heure, le Monsieur Afrique, finançait le gouvernement angolais, et de l'autre côté, Alfred Sirvin finançait la guérilla de l'UNITA. Alors évidemment, ce pays qui s'entre-détruit, ça permettait de faire à peu près tout ce qu'on voulait, et entre autres, de lui acheter le pétrole pas très cher. Donc, vous voyez qu'on assiste à des mécanismes qui sont des mécanismes de pillage et de destruction qui défient un peu l'imagination. Et alors, quand, sur fond de pillage, de dégradation de l'économie, sur lequel je ne vais pas m'étendre longuement, on a des politiciens sur place, en bout de course, qui n'arrivent plus à se faire élire s'il y a des élections, on a le pire qui advient, c'est-à-dire un renouveau de la criminalité politique sur fond d'instrumentalisation de l'ethnisme ou du racisme. Parce qu'on sait que malheureusement, depuis le début de l'humanité, trouver un bouc émissaire, ça marche toujours. Si vous dites à quelqu'un « je suis mauvais, mais si c'est pas moi qui est au pouvoir, ce sera ceux que vous détestez qui vont arriver, ils vont dire « vive le mauvais ». Ça marche toujours, malheureusement. Et ce type de mécanisme, pillage économique, plus instrumentalisation de l'ethnisme, plus dirigeants politiciens cyniques dans le plus mauvais sens du terme, c'est ce qui a conduit très précisément au Rwanda en 1994. C'est ce mélange détonnant qui a gonflé artificiellement, qui a créé artificiellement des haines ethniques. Parce qu'il faut savoir que parfois dans les ethnies, il y a des différences de langue, il y a des différences de religion. Au Rwanda, c'est la même langue, c'est la même histoire, c'est la même religion, etc. etc. L'ethnisme a été en grande partie suscité sous fond de différences sociales, sur mode, je vais dire, de plaisanterie. Je pourrais dire, bien que l'affaire ne prête pas tellement à plaisanter, il y a un siècle, enfin en 1860, quand les gens du recrutement de l'armée mesuraient les conscrits, on avait une taille moyenne qui, je me souviens bien, est de l'ordre de 15 à 20 cm en dessous de la taille moyenne actuelle. Alors si on applique les critères du Rwanda, on pourrait dire que nous ne sommes pas les descendants de la génération précédente. Ça ne peut pas être nos parents puisqu'on a 15 ou 20 cm de plus. Simplement, il y a eu une différence d'alimentation entre les deux. Or, ce qui se passait au Rwanda, c'est qu'il y avait certains qui étaient des pasteurs, qui vivaient du lait, des produits de la vache, etc., et d'autres qui étaient agriculteurs, qui n'avaient pas la même alimentation. On peut comprendre, par exemple, qu'il y ait des différences de taille. Mais tout ça, ça a été transformé en idéologie par des politiciens machiavéliques, et ça a abouti au génocide le plus rapide de l'histoire, probablement, puisqu'il y a eu 1 million de personnes qui ont été massacrées dans des conditions atroces en 3 mois. Eh bien, ce genre de crime, pendant tout ce genre de crime, la France, pendant tout ce temps, a continué de soutenir à fond à l'ONU diplomatiquement, de reconnaître le gouvernement qui le commettait, de le soutenir militairement, y compris en formant certaines de ses milices, par le capitaine Baril entre autres, et de le soutenir financièrement. Les plus grandes banques françaises ont continué de verser de l'argent à ce gouvernement génocidaire jusqu'aux environs du 15 juillet, alors que le génocide était fini, qu'il a commencé le 7 avril. Donc pendant plus de 3 mois, et tout le monde était au courant de ce qui se passait. Eh bien, nos banques, vos banques, la BNP par exemple, il me semble bien, enfin, je pourrais retrouver les noms, mais les principales banques françaises, elles ont été complices, il faut le dire, du génocide. Donc, vous avez ce type de criminalité persistante. Je vous ai parlé de l'Angola. Il y a tout un tas de gens, vous savez, depuis qu'il y a eu ce procès des chefs d'État, le terme France-Afrique s'est imposé dans les journaux, y compris ceux qui depuis toujours disaient « mais Survie raconte n'importe quoi ». Mais là, on n'a pas pu ne pas s'incliner devant l'évidence. Donc maintenant, vous voyez un peu partout le terme France-Afrique. Mais aussitôt, le jour même, ou presque, où certains journaux ou certains journalistes employaient le terme France-Afrique, ils déployaient aussitôt le discours qui consistait à dire la France-Afrique, oui,
Mais c'est terminé depuis 1994, le Rwanda, la dévaluation du CFA, ou depuis 1997, l'arrivée de la gauche au pouvoir, etc., etc. Ça me fait penser à Jacques Chirac, qui disait en 1995 « Le financement occulte des partis politiques, c'est fini depuis 1990 », et qui en 2001 disait « Le financement occulte des partis politiques est fini depuis 1995, en 2006, il dira que c'est fini depuis 2001, etc. etc. » C'est à peu près aussi crédible que certains champions cyclistes qui disent qu'il n'y a plus de dopage dans le peloton. Bon, mais quelque part, c'est moins grave quand même, quelque part, je dirais, le négationnisme est toujours intrinsèque au crime organisé. La négation va de pair. Et il faudra absolument que nous parlions dans le débat de la question des médias, parce qu'elle est tout à fait centrale, tout à fait centrale. Si un certain nombre d'entre vous n'êtes pas vraiment au courant des crimes qu'on commet en votre nom en Afrique, si nous-mêmes nous intéressant, nous posant la question pourquoi l'argent de la coopération n'arrivait pas à destination. On a mis 10 ans à comprendre, c'est bien que c'est pas très très apparent, ce sont des mécanismes de désinformation. Nous sommes dans un régime de monarchie républicaine où tout ce qui concerne les affaires étrangères, et en particulier l'Afrique, est du domaine réservé de l'Élysée, et dans ce domaine quasi militaire, qu'est-ce qu'on fait? Comme dans toutes les guerres, on fait de la désinformation. C'est-à-dire que d'une part, on tient un certain nombre de médias. Je vous rappelle que aujourd'hui en France, les 2/3 de la presse pratiquement sont tenus par des marchands de canons, par Dassault et par Lagardère. Je ne sais pas comment on peut encore prétendre que nous sommes en démocratie. D'autre part, un certain nombre de journalistes sont tenus par les moyens classiques qui fonctionnent toujours, comme me le disait une journaliste spécialiste de la question, c'est l'argent, le sexe ou l'alcool, les mécanismes classiques. Disons, on tient les gens par leur vice. Il faut aussi savoir que la France est le seul pays qui se dit démocratique et qui a une police politique des médias. Les RG, comme l'a avoué un des anciens membres des RG, ont 57 000 fiches, une par journaliste, où sont décrites ces petites fraudes fiscales, ces petits ennuis de mœurs, etc., etc. Et un certain nombre de journalistes, petits et grands, sont tenus de cette manière. Et puis, il y a aussi le dopage, qu'avouent d'ailleurs assez cyniquement dans leur mémoire certains hauts responsables des services de renseignement français, c'est-à-dire qu'on fournit à un journaliste plein d'avenir tout un tas d'informations de première main. On a tout un service de renseignement derrière, un véritable atelier d'écriture. Donc ce journaliste devient très très bon. Il devient très bon, mais si un jour on ne l'approvisionne plus, il perd son statut. Donc à ce moment-là, il paye son loyer. Il est en état de manque. Eh bien, ce mécanisme-là est assez courant. Je ne vais pas citer les noms ici, mais lisez les mémoires des grands responsables des services secrets comme Claude Sirberzan ou Yves Bonnet. Ils vous citeront des noms dans Le Monde, dans Libération, ailleurs, enfin dans les quotidiens les plus connus. Et ça, c'est quand même un phénomène tout à fait décisif, ce problème du contrôle des médias. Je ne parle pas de la télévision, évidemment. Donc, je passe sur cette question des médias. On y reviendra, si vous voulez, dans le débat, parce que cette question de l'information, elle est tout à fait clé, et elle menace, à mon avis, très gravement notre démocratie. Je voudrais simplement encore insister dans cette démonstration du fait que le crime continue, pour simplement démonter cette affirmation que vous allez trouver partout: la France-Afrique, ça n'existe plus, c'est fini. Regardez les grands tyrans de la France-Afrique que sont Eyad Emma, Idriss Déby, Paul Biya, Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso, Omar Guelleh à Djibouti, Oultaya en Mauritanie, l'équato-guinéen Nguema, etc., etc. Tous ces gens-là, ils étaient là en 1990.
Et ils sont toujours là, ou ils sont revenus. Il n'y en a qu'un seul qui a été chassé par un mouvement qui doit nous donner un espoir formidable, c'est Ratsirach à Madagascar. Je suis allé à Madagascar pendant la semaine décisive, je peux vous assurer que c'est probablement un des événements les plus importants de l'histoire, peut-être aussi important que la Révolution française. Il faut voir que pendant 3 mois, 4 mois, jour et nuit, sous la pluie, 300 000, 500 000, 1 million de personnes ont protégé le président qu'ils avaient élu contre l'armée. Ils n'avaient pas une seule arme. Il est protégé en faisant des petites barricades, mais tellement serrées qu'aucun véhicule ne pouvait rentrer. Et quand les généraux donnaient l'ordre d'attaquer, leurs femmes ou leurs filles leur téléphonaient pour dire « mais nous, on est là sur la barricade ». Des femmes, on m'a donné des témoignages de femmes avec un enfant de 2 ans, qui donnait leur enfant de 2 ans, qui dit « je vais sur la barricade, parce que si je meurs, au moins mon enfant aura un avenir ». Des femmes de 75 ans, sous la pluie, toute la nuit. Des choses incroyables. Je pourrais vous en raconter pendant des heures sur ce qui s'est passé à Madagascar. Les gens ont dit, et ce qui est très extraordinaire, c'est que tout le monde dit, le peuple malgache est un peuple qui culturellement a peur. Eh bien, il a vaincu sa peur. Et nous allons faire respecter notre choix. Non, je dirais, peu importe. Probablement, comme tout espoir dans l'histoire, il y aura quelques désillusions. Je dirais, peu importe à la limite le choix de celui qu'ils ont fait. Mais ils ont voulu faire prévaloir leur choix contre un régime qui était au dernier degré de la corruption. Et ils se sont dit vraiment, il faut qu'on s'en sorte, qu'on se crée un avenir. Donc, il n'y a pas que des choses négatives, il y a des peuples qui commencent à s'en sortir. Mais quelque part, nous avons fait tout pendant 6 mois pour soutenir Ratsirach, pour empêcher que le gouvernement élu par une forte majorité du peuple soit reconnu. Et, in extremis, les réseaux français ont fini par envoyer, vous vous souvenez, cette fameuse équipée de mercenaires qui est donc partie et qui a été arrêtée. J'en dirai 2 mots sur le fait qu'elle était arrêtée parce que c'est un élément assez important. Je vous signale simplement que cet avion avait été prêté juste avant de servir aux mercenaires à M. Ravalomanana, le président qui avait été élu, pour aller aux négociations à Dakar. Qu'au retour, les accompagnateurs français qui l'avaient accompagné n'ont pas voulu monter dans son avion, et que cet avion tout neuf a eu une panne de circuit hydraulique ultra grave qui n'arrive jamais, et les pilotes étaient verts de peur quand ils ont dû atterrir en catastrophe, etc. Donc quand la France est venue, au bout de 6 mois, constater qu'elle ne pouvait plus faire autrement que reconnaître ce régime, M. Ravalomanana, qui a un certain humour, a remercié la France pour tout ce qu'elle avait fait, et en particulier pour lui avoir prêté un avion. Mais depuis, il a confié l'aviation malgache aux Allemands. Alors, c'est une anecdote. Je voudrais donc passer maintenant un petit peu l'élargissement, dire 2 mots de la Côte d'Ivoire, passer à l'élargissement à la mafia afrique, et puis vous donner comme quelques signes d'espoir pour terminer. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'était, on peut dire en quelque sorte, le chef-lieu de l'État france-africain. Houphouët-Boigny, qui a gouverné pendant quasiment 40 ans, était en conversation journalière avec Jacques Foccart. Il était en quelque sorte son représentant sur place. Il a gouverné pendant ces 40 ans, pratiquement tout le temps entouré seulement de conseillers français. Il n'y avait pas un seul Africain autour de Houphouët-Boigny. C'était vraiment un proconsul à la peau noire. Et on dit que sa fortune, enfin un certain nombre d'estimations disent que sa fortune, sa vie égale à 60 milliards de francs, égale à peu près à la dette ivoirienne. Donc, il a copieusement participé au pillage de ce pays. Cependant, il avait une certaine sagesse politique, et lui n'a pas usé de l'arme de l'instrumentalisation de l'Église. Ses successeurs, qui avaient beaucoup moins de charisme, pour s'imposer au pouvoir, ont commencé à dresser la population les uns contre les autres, et à dénoncer les étrangers. Or, il y a 6 millions d'étrangers sur 16 millions d'habitants, je crois, quelque chose comme ça. Et en plus, comme les frontières sont récentes, une bonne partie de la population du Nord n'a pas forcément de papier d'identité et porte des noms musulmans ou des noms du Nord qui peut les faire assimiler à ces étrangers. Le président d'un mouvement des droits de l'homme extrêmement courageux, qui s'appelle le juge Zoro,
bien nommé, m'expliquait le cas d'un de ses amis du Nord, ivoirien, qui avait des papiers ivoiriens. Et quand vous êtes un Ivoirien du Nord et que vous êtes au sud, à Abidjan, que vous êtes intercepté par la police déchire vos papiers d'identité. Et il n'a pas voulu refaire ses papiers. Il a été demandé une carte de séjour comme étranger en disant « Je suis plus protégé par une carte de séjour comme étranger que par des papiers ivoiriens parce qu'avec mon nom, on dira toujours que je ne suis pas ivoirien. » Donc, cette instrumentalisation de l'ethnisme qui a abouti à des massacres en 2000, à des viols systématiques dans les casernes de gendarmerie, etc., c'est un peu le même processus qu'au Rwanda. Sur fond de ruines économiques, vous avez un certain nombre de politiciens qui ne voient que le bout de leur nez, qui se mettent à attiser l'ethnisme et à commencer à recruter des milices. Et on sait où tout ça peut mener. Alors, quel était le rôle de la France dans cette affaire? La France et le RPR, j'aurai l'occasion de parler un petit peu de Chirac aussi, la France était l'ami de Fouet-de-Boigny et de son successeur Bédier. À partir du moment où Bédier a été renversé par un coup d'État en 1999 par le général Gueye, et que Laurent Gbagbo a doublé le général Gueye dans la présidentielle de l'an 2000, la France s'est mise derrière les 4 leaders ivoiriens, Bédier, Gueye, Gbagbo et le leader du Nord, Ouattara. Chaque leader avait derrière lui un bout de réseau France-africain. C'était une sorte de réseau de jeu de 4 coins assez classique, ce qui fait que la France était sûre de gagner. Il y avait Bouygues derrière Ouattara, il y avait la France-Afrique du PS derrière Gbagbo, il y avait Michel Roussin qui est à la tête du MEDEF Afrique derrière Gueye, et vous avez le RPR classique qui était derrière Bédier. Et Gbagbo s'est mis à avoir quelques torts. Il a remis en question la concession de l'eau et de l'électricité, parce qu'il faut savoir que les biens publics là-bas, l'eau et l'électricité, sont entre les mains de Bouygues. Et il a remis en question cette concession. Et puis d'autre part, il y avait un troisième pont à construire à Abidjan. Bouygues demandait 1,2 milliard de francs, et les Chinois demandaient 60 millions. 20 fois moins. Les Chinois faisaient sans doute du dumping, mais finalement, Gbagbo avait signé avec les Chinois, il n'a peut-être pas tort. Alors, je suis même sûr que quand un certain nombre de mutins d'une armée maltraitée ont commencé à mijoter un coup d'État, des gens proches d'eux nous ont dit qu'ils ont eu au moins un feu orange, sinon pas un feu vert de la France, qui quelque part espérait bien récupérer cette révolte pour pouvoir réinstaller ses pions, et notamment les grandes entreprises françaises. Il y a aussi Bolloré et quelques autres. Il y a aussi Total Elfina dans la distribution, etc. Le problème, c'est que le coup d'État a échoué, que les rebelles se sont repliés dans la partie nord, et que du coup, on est en pleine partition qui, quelque part, aggrave le risque d'explosion ethniste. Parce que si les rebelles déversent vers le sud, il y aura des massacres à Abidjan. Si les forces armées vont vers le nord, il y aura des massacres dans le nord, et il y aura des massacres un peu partout. Et la France, qui s'est retrouvée au milieu pour tenter de contrôler la situation, se trouve en fait dans une position quasi impossible, parce que si elle s'en va, ça risque de se passer comme au Rwanda. Et donc, quelque part, elle est complètement coincée dans cette affaire, et nous souhaitons être extrêmement attentifs, et je vous invite à être extrêmement attentifs, parce que cette affaire de Côte d'Ivoire, encore une fois un pays exemplaire de la France-Afrique, pourrait très mal tourner, tellement les médias de là-bas ressemblent aux médias qui ont attisé la haine au Rwanda. Vous vous souvenez de la fameuse radio d'Émile Colline? Eh bien, vous avez des journaux à Abidjan qui disent « on ne gagnera la guerre que quand on aura chassé 500 000 étrangers », qui approuvent le fait qu'on ait déjà détruit un certain nombre de bidonvilles qui occupaient des étrangers, etc. On est vraiment dans une situation tout à fait explosive. Je voudrais revenir un petit peu à Jacques Chirac. Parce que ça, c'est des choses que j'ai découvertes plus récemment, que j'ai expliquées dans mon dernier ouvrage Noir Chirac. C'est que quand je disais dans la vidéo qu'il y avait 3
raison de la France-Afrique, le cortège d'États clients, l'accès aux matières premières et le financement des activités politiques, j'en oubliais une quatrième, qui est la sous-traitance de la guerre froide. En fait, Jacques Chirac, depuis le début, est dans les réseaux de la guerre froide. Et ces réseaux de la guerre froide en France sont extrêmement intéressants. Ils ont recruté dans l'extrême droite, chez les collaborateurs, les Bousquet, etc. Tout ça ont été recrutés. Klaus Barbie, tous les nazis en Allemagne aussi. Une bonne partie de responsables des services nazis ont été récupérés dans la guerre froide. Et également un certain nombre de sectes, et également aussi une instrumentalisation d'une faction droitière de la franc-maçonnerie qui s'appelle la Grande Loge nationale française, à laquelle appartiennent aujourd'hui tous les dictateurs africains. On ne peut pas être chef d'État en France-Afrique sans appartenir à la GLNF. De même qu'y appartiennent une grande partie des responsables des services secrets, une grande partie des généraux qui commandent les troupes françaises en Afrique, et également tout l'état-major de TF1, ce qui fera que vous ne serez pas forcément renseigné sur ce qui se passe en Afrique par TF1. Mais j'en passe et beaucoup d'autres aussi dans un certain nombre de banques. Donc vous avez des réseaux qui ont été formés par la guerre froide, et alors, tout ça, c'est pas des histoires, puisque l'un des membres éminents de la GLNF, qui était l'ancien numéro 1 de la DGSE, Pierre Marion, a expliqué comment son obédience était devenue une mafia. Il est même venu témoigner à un de mes procès en ma faveur, ce qui est assez inattendu. Donc il y a des gens qui sont scandalisés par ces dévoiements. Je veux dire, la franc-maçonnerie a joué un rôle éminent dans la construction de la République et des biens sociaux, des droits sociaux en France. Et donc ce dévoiement, je dirais, dégoûte un certain nombre de gens qui pensent que leur humanisme n'est pas fait pour ça. Mais donc Jacques Chirac, lui, je ne vais pas le détailler, mais il est au cœur de ces réseaux. La colonne vertébrale de la France-Afrique s'est construite depuis 1974 autour de Jacques Chirac. Et ce que j'ai compris plus tard, c'est que les réseaux Mitterrand, par exemple, n'étaient qu'une sorte de greffe sur les réseaux Pasqua, et que si Jean-Christophe Mitterrand a eu à un moment une certaine importance, c'est parce qu'il s'était allié avec Charles Pasqua. Charles Pasqua travaillant pour Chirac, même si apparemment, à certains moments, il semble travailler contre. C'est quelque chose qu'il faut regarder de très près en observant les généalogies. Parce que quand vous comprenez qu'une grande partie de la France-Afrique a été faite dans le cadre de la guerre froide, quand vous comprenez aussi, par exemple, que les essais nucléaires de 1995 ont été quasi commandités par les États-Unis à la France pour pouvoir faire un certain nombre d'expérimentations en vue ensuite de faire des simulations, quand vous regardez toute l'histoire nucléaire de la France qui est totalement liée aux États-Unis, vous vous rendez compte qu'un certain type de discours qui vous dit la France-Afrique, on fait ça pour lutter contre l'impérialisme américain, c'est totalement pipeau. Ça, c'est un discours destiné aux subalternes. C'est un discours destiné au public, au bon public, si vous voulez. Mais si vous regardez de près l'affaire Falcon-Gaydamak, Falcon-Gaydamak, c'est ces gens qui ont bradé 7 milliards de dollars autour du pétrole angolais, qui ont vendu pour 3 milliards de francs d'armes au régime angolais, et Jean-Charles Marchiani, qui travaillait avec eux, a dit c'était la contrepartie de l'intervention de l'Angola en faveur des intérêts de la France dans les guerres civiles des deux Congos. On dit quoi avec ça, nous Français, on se retrouve impliqués dans 2 des guerres civiles les plus épouvantables d'Afrique, sans le savoir, à travers toutes ces manœuvres autour du pétrole angolais, pays pratiquement bientôt le plus riche d'Afrique en matière de pétrole. Bon. Eh bien, ce que révèle un rapport de Global Witness, une ONG britannique tout à fait performante, un rapport qui s'appelle Tous les hommes du président et que nous allons bientôt éditer en français, il révèle que Falcon est en fait travaillé aussi pour les grandes compagnies pétrolières américaines. D'ailleurs, Falcon vivait dans un ranch aux États-Unis. Lui, le pasquoyen anti-américain, avait créé sa société Falcon Oil, qui vendait en fait des armes aux États-Unis, et il a été le plus gros contributeur de la campagne de Bush
avec un autre monsieur devenu célèbre, le PDG d'Enron. Donc, vous voyez que, quelque part, quand on vous dit que ces gens-là, les Pasquoiens, sont anti-américains, c'est du pipeau. Dans la France-Afrique, pour lequel Charles Pasqua m'a fait un procès, j'ai expliqué que Charles Pasqua était à l'origine de la French Connection, le trafic de drogue. Il ne m'a pas attaqué là-dessus. Il ne m'a pas attaqué là-dessus. Et la French Connection était représentée par un adjoint de Pasqua chez Pernod Ricard, qui s'appelait Venturi, si je m'abuse, Jean Venturi, qui était établi au Canada. Eh bien, on a des preuves que les services américains savaient depuis 1961 que M. Venturi représentait la French Connection. Et M. Venturi restait tranquille à gérer son soi-disant pastis jusqu'en 1967. Tout simplement parce que dans ces affaires de guerre froide, Pasqua et même Foccart travaillaient avec l'OTAN. Donc, redécouvrir les filières des réseaux de la guerre froide est extrêmement important pour comprendre les véritables enjeux d'aujourd'hui, et y compris la nouvelle guerre froide qu'on est en train de nous promettre, à laquelle se sont ralliés avec une précipitation incroyable tous les chefs d'État tortionnaires d'Afrique, qui ont dit « nous sommes pour l'axe du bien ». Ils ont tous dit, fait des discours emballés, parce qu'ils savent très bien qu'une guerre froide, c'est le meilleur moment pour protéger de nouvelles dictatures, pourvu qu'elles soient alignées. Donc, tout cela, c'est important de le comprendre. Aussi, nous, à un moment donné, encore naïfs, nous nous disions, mais quand la France fait de telles horreurs au Congo-Brazzaville, peut-être que les Américains, pas toujours d'accord avec les Français, vont dénoncer ce que fait la France. Mais non, les Américains ont dit, c'est très bien ce que fait la France, et nous avons eu des témoignages directs à l'ONU, où Kofi Annan, le secrétaire général, a dit « je ne peux rien faire au Congo-Brazzaville, car c'est la chasse gardée de la France ». Et ça ne peut être la chasse gardée de la France qu'avec la bénédiction, bien entendu, des États-Unis. Donc, je m'arrête sur cette espèce de description. C'est un petit peu un panorama un peu décousu, mais pour vous donner une idée du fait qu'effectivement, le crime continue. Le crime continue, je dirais, par quelque chose qui nous semble, dans nos travaux, tout à fait décisif. Il continue essentiellement grâce au rôle des banques, qui finance le pillage des matières premières et la dette, qui spécule d'une manière absolument incroyable sur l'Afrique. Je pourrais citer le Crédit Agricole, la BNP Paribas et bien d'autres, presque toutes les grandes banques françaises, la Société Générale, etc. Et tout cela passe par les paradis fiscaux. Je vais peut-être être un peu grandiloquent, mais il y a eu le Capital au XIXe siècle, et à la fin du XXe siècle, il y a eu révélation de Denis Robert et Ernest Bacchès. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui comment fonctionne la réalité du pillage et de la montée de l'escroquerie qui s'est révélée par exemple par Enron, mais aussi par bien d'autres grandes multinationales, y compris les affaires Vivendi ou autres, si on ne lit pas Révélation. Comment l'ensemble des transactions financières internationales passe par une chambre de compensation qui est située au Luxembourg, et cette chambre de compensation, il y en a une bonne partie où il y a un circuit parallèle qui gère l'argent noir de la planète. Et la moitié des comptes de cette chambre de compensation, qui gère des centaines de milliers de milliards d'euros ou de dollars, sont des comptes qui sont situés dans les paradis secrets. Pardon, dans les paradis fiscaux, excusez-moi. Donc, quelque part, quand nous remontons, chaque fois que nous remontons les mécanismes du pillage de l'Afrique, nous tombons sur ces paradis fiscaux, nous tombons sur ces circuits internationaux, nous tombons sur les mêmes personnes. Donc ça, il faut vraiment qu'on approfondisse cette question. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces paradis fiscaux, d'abord, ils se sont développés sous l'influence des services secrets qui avaient besoin d'énormément d'argent pour mener la guerre froide, pour mener toutes ces opérations de déstabilisation en Afrique, pour mener leurs programmes nucléaires parallèles, etc. Et il faut savoir aussi que ces paradis fiscaux, comme leur nom l'indique, c'est fait d'abord pour quoi? C'est fait pour contourner le fisc. Et si un Jean-Christophe Mitterrand est capable de planquer 13 millions de francs en Suisse, bien qu'il plaide en permanence son innocence, dans tous les sens du terme,
il y aura bientôt plus que les pauvres et les imbéciles pour payer leurs impôts. C'est-à-dire que 2 siècles de construction des biens publics, d'accès à la santé, à l'éducation, d'un petit bout de droit au logement, etc., vont disparaître en même temps que les richesses de l'Afrique. Et par conséquent, on voit bien à travers cela que tous les mouvements qui aujourd'hui tentent de reconquérir les biens publics, je pense à ATTAC qui désigne les paradis fiscaux, la taxe Tobin, son principal intérêt, c'est pas seulement le 1 pour 1000, c'est que si on doit déclarer les transactions financières, c'est la fin des paradis fiscaux, c'est l'évidence. Et donc quelque part, cette taxe Tobin, si on vous dit qu'elle est impossible, c'est tout simplement qu'elle change les règles du jeu. Et que quelque part, elle réintroduit la possibilité d'un bien public, d'un financement du bien public à travers la planète. Donc, on voit bien que tous ceux qui luttent pour le renouveau du bien public, pour l'accès des biens publics à l'échelle mondiale, je pense à tous ceux qui se battent pour l'accès des malades aux soins du sida. Aujourd'hui, malgré toutes les grandes déclarations, vous l'avez peut-être lu dans Libération de ce matin, il y a 28 millions de malades et 27 000 personnes soignées en Afrique. Tous ceux qui se battent pour le bien public de l'eau, contre l'effet de serre, tous ceux qui vont se battre dans la discrétion à Genève au printemps prochain à propos du sommet de l'information qui est en fait programmé pour être la mainmise définitive des grandes firmes multinationales sur ce bien public fondamental que sont les fréquences et tous les circuits de communication à travers la planète, eh bien tout cela retrouve en fait derrière la lutte pour les biens publics, la criminalité financière et le financement de la corruption des contrepoids politiques ou judiciaires à travers les paradis fiscaux. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons une boussole assez claire. On s'aperçoit à travers les sommets de Porto Alegre, à travers de premières victoires obtenues pour la Cour pénale internationale ou d'autres, que nous avons des possibilités de construire du bien public. Mais il faut qu'on sache où sont nos ennemis, et nos ennemis, ils se situent du côté des trous noirs de la criminalité financière. Bonsoir. En fait, je pense que tout ce que vous avez décrit, même si franchement j'ai pas tout compris, on arrive à le percevoir, en tout cas les gens qui sont ici, c'est certain. Je crois que, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire aujourd'hui, demander des comptes à ma banque pour une fois, avoir vraiment enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour que les choses changent. Alors c'est complètement idéaliste, mais bon. Si je voulais prêcher pour notre boutique, je dirais à Survie. Il y a de bonnes lectures à Survie. Nous publions chaque mois une lettre mensuelle qui s'appelle Billets d'Afrique et qui est un petit peu le journal des turpitudes de la France-Afrique. Mais votre idée de la banque est excellente. On avait fait une campagne l'an dernier en demandant à nos militants d'aller remettre à leur banque le livre L'envers de la dette qui démontre comment elles sont impliquées dans des crimes contre l'humanité, comment elles ont financé des régimes odieux et comment elles contribuent à faire mousser la dette, une dette qui n'existe pas, si vous voulez. D'ailleurs, souvent, de plus en plus de gens qui se battent contre la dette, ils ne réclament pas l'annulation de la dette, ils réclament la nullité de la dette, parce que c'est une dette qui n'existe pas, dont les objets... En droit, vous avez un certain nombre de principes de droit. Quand un contrat a été obtenu par tromperie, quand il n'a pas d'objet, il est nul. Par conséquent, cette dette n'existe pas. Et je dirais même encore un précédent plus intéressant. Je crois que c'est en 1897 ou 1898, les États-Unis ont réussi devant la Cour de La Haye, le tribunal international de La Haye, à faire annuler la dette de Cuba envers l'Espagne en disant que cette dette avait été contractée par un dictateur qui était à la solde de l'Espagne. Si aujourd'hui, fort d'un précédent créé par les États-Unis, on décrète qu'est nulle la dette contractée par tous les dictateurs, déjà ça va faire un gros paquet de dettes en moins. Donc il y a des précédents juridiques, il y a moyen d'attaquer la dette. Donc, or, là derrière, les banques évidemment sont au cœur, parce que
elles n'ont pas que prêté, passant par des intermédiaires, repassant par des intermédiaires. Quand vous regardez les circuits, ça vous donne le tournis. C'est-à-dire, c'est vraiment incroyable. Chaque fois 1%, 1%, 1%, 1%, puis finalement, à force de rajouter 1% chaque fois que vous faites de 3 fois le tour des paradis fiscaux de la planète, ça finit par faire des sommes absolument incroyables. Eh bien, là, nous devons demander des comptes aux banques. Un banquier d'importance, qui est un peu atypique, qui est membre du comité scientifique d'attaque, nous expliquait qu'il travaillait dans une des plus grandes banques françaises et qu'il avait expliqué que les spéculations incroyables sur le pétrole du Congo, non seulement pillaient le Congo, le détruisaient, mais étaient même extrêmement dangereuses pour la Société Générale parce que c'est ce qu'on appelle en termes un peu compliqués économiques, des positions non dénouées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où va aller cette opération au terme du bilan. C'est-à-dire on fait une photographie du bilan, mais il y a une incertitude considérable sur ce qui va se passer par la suite. Et il disait, si vous faites ça avec ces positions non dénouées, un jour, la banque en question peut se retrouver en faillite. Bon. Eh bien, la consigne qui a été donnée juste après par le PDG de la banque, c'est de dire imitez tous ce qu'on fait au Congo, parce que c'est extrêmement rentable à court terme. Donc vous voyez que non seulement ces banques concourent à ruiner, au pillage d'un certain nombre de pays d'Afrique et du tiers-monde, parce qu'elles y font de très gros bénéfices à court terme, mais qu'en même temps, elles prennent des risques considérables pour leurs épargnants. Il est tout à fait possible qu'un jour on retrouve un scandale Enron avec une grande banque française. On a déjà eu la BNP, mais à l'époque la BNP était nationalisée, donc on l'a rattrapé, pardon, pas la BNP, on l'a rattrapé in extremis, grâce à nos impôts d'ailleurs, impôts considérables. Donc ça fait parmi les choses qu'on peut faire. Nous avons mené des campagnes contre les mercenaires. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été déposée par le gouvernement Jospin pour interdire les mercenaires 3 jours avant les élections. Elle a été déposée, donc jamais votée, évidemment. Mais cette loi, c'est quand même un progrès. Or, si on faisait un référendum en France en disant question sur les mercenaires, est-ce que vous trouveriez légitime que des mercenaires tchadiens ou rwandais, ou je ne sais pas quoi, aient le droit de venir opérer en France? Je pense que le résultat du référendum serait assez simple. Alors pourquoi nous, dans notre législation, admettons-nous, pour le moment, que des mercenaires français, qui sont tous pratiquement issus des milieux d'extrême droite, pratiquement tous, le vivier des mercenaires français principal, c'est la garde présidentielle de Le Pen, le département protection-sécurité. Et là-dessus, on pourrait raconter de longues histoires incroyables, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc, nous envoyons, nous, non pas des mercenaires bien gentils, mais des gens d'extrême droite qui portent en eux une idéologie raciste dans les conflits ethniques en Afrique. Donc ça, c'est assez facile à faire comprendre que c'est quand même pas très conforme à notre surnom de patrie des droits de l'homme. Et là-dessus, on peut se battre, c'est ce que nous allons commencer à faire, pour que le gouvernement actuel dise s'il est pour ou contre les mercenaires et s'il est prêt à voter cette loi qui les interdit. Il va essayer de dire oui, on est bon, mais là il est un petit peu coincé. Bon. Il y a comme ça un certain nombre de campagnes qu'on peut mener, et puis je crois aussi beaucoup à la diffusion de l'information. Vous savez, on a l'impression que ces choses-là ne changent pas. Vous ne pouviez pas imaginer peuple plus désespéré que Madagascar mi-2001. Et puis tout d'un coup, les logiciels de tous les gens qui disent c'est pas possible, c'est plus possible, on supporte plus, ces logiciels qui fonctionnent chacun dans leur coin, tout d'un coup ces logiciels se mettent à s'accorder, à se mettre en harmonie, et le refus devient quelque chose d'irrépressible. Alors je ne pense pas que le refus des Français par rapport à la France-Afrique sera le premier dans ce mouvement. Mais je pense par contre, quand on écoute Tikenja, vous savez, il peut réunir 100 000 personnes dans un concert en Afrique, hein, il l'a déjà fait. Et je pense que tout cela, ça commence un peu à s'articuler, et qu'un jour ou l'autre, on aura des refus. Dans
l'Union européenne, comme aux États-Unis, on dit il faut refuser les monopoles, parce que les monopoles, ça veut dire que le monopole se sert sur le dos du consommateur. Or, Bolloré a le monopole du transport sur une grosse partie de l'Afrique. Pourquoi acceptons-nous, pour les Africains, un monopole que nous refusons ici, Eh bien, le jour où les Africains diront c'est pas normal parce que ça se fait sur notre dos, on boycotte Bolloré, il n'y en aura pas pour très longtemps. Donc, quelque part, il faut que des prises de conscience de l'inacceptable ne se fassent pas dans un petit coin, mais commencent à se réaccorder. Et l'un des enjeux fondamentaux, c'est la conscience panafricaine. Le début de l'indépendance est marqué par les grands panafricains. Ensuite, la politique néocoloniale a consisté à diviser les gens sans arrêt, les pays les uns contre les autres, etc., etc. Il n'y aura pas de possibilité de s'en sortir si on ne réémerge pas ces consciences panafricaines. Elles recommencent à réémerger. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre exposé. Et ensuite, j'ai une question qui se réfère au film qui a été passé au début. Voilà, vous distinguez deux sortes d'ONG, les ONG dites de développement, que vous qualifiez d'être installées longtemps en Afrique et qui font un travail apparemment correct. Et ensuite, vous parlez des ONG d'urgence, mais c'est pas très bien développé dans le film. Et justement, j'aimerais avoir votre opinion sur les ONG d'urgence qui interviennent en Afrique, leur action, leur légitimité, enfin votre avis.